Les nouveaux codes miniers tels que promulgués par le président de la République doivent être appliqués sans la moindre tergiversation. C'est l'une des recommandations issues des travaux de la 3e édition de la conférence minière de la RDC qui vient de se clôturer à Kolwezi, dans la province de Lualaba. D'autres recommandations de ces assises de haut niveau, dont fiscalité et développement. La douane congolaise attend d'énormes ressources financières supplémentaires émanant des produits d'assises, d'où l'importance qu'accorde la haute direction de la DGDA à la formation. Plusieurs douaniers de Kinshasa et de l'intérieur du pays sont dans la capitale pour mieux comprendre les nouveaux codes des assises. Et puis la CENI fixée pour le 19 septembre 2018 la publication des listes définitives des candidats présidents de la République. Entre-temps, les prétendants au fauteuil présidentiel rivalisent d'ardeur avec leurs programmes évalués à plusieurs milliards de dollars américains. Des projets jugés par d'aucuns d'irréalistes et teintés d'une dose de démagogie. Alors, quel est le budget réalisé pour la République démocratique du Congo? La réponse à travers une réflexion de l'agence Galaxy Media intitulée « Halte à la démagogie » pour permettre à tout le monde d'avoir les deux pieds sur terre. Fiscalité et développement dans une présentation de Ribé Mayuni, Tiaki Yunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Messieurs, c'est encore et toujours un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux pour suivre la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo, fiscalité et développement. Comme vous le savez, c'est votre émission des questions des finances, de la fiscalité du développement que vous propose la rédaction de l'agence Galaxy Media. Ouverture de la session ordinaire au Parlement congolais samedi 15 septembre 2018. Les deux chambres ont ouvert une session essentiellement budgétaire, mais qui va également examiner et adopter certains arriérés législatifs, sans oublier bien sûr le contrôle parlementaire. Sachez également qu'au regard du calendrier électoral, il s'agit de la dernière session parlementaire pour la législature issue des élections de 2011. D'ailleurs, le président du Sénat, Léon Kengo-Adondo, a indiqué qu'il est possible que la clôture de cette session intervienne avant terme pour libérer les sénateurs candidats. Son collègue de l'Assemblée nationale, Obemina Kunjalanjoko, a de son côté souligné qu'il s'agit de la deuxième session ordinaire de l'année 2018 et la dernière de la législature. La 3e édition de la conférence minière organisée à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, a accouché de plusieurs recommandations et résolutions. Les participants à ces assises ont recommandé l'application du code et du règlement minier. Ils tiennent à ce que l'État congolais rentre dans ses droits à travers l'exploitation minière en République démocratique du Congo. Parmi les recommandations figure aussi la mise en place de l'équité entre parties prenantes dans le secteur de l'exploitation minière. Autre recommandation, s'il faut en parler, la création d'une bourse minière en République démocratique du Congo. Les acteurs présents à la 3e édition de la conférence ont exprimé le souhait de voir ces assises se transformer en une conférence minière internationale. Pendant ce temps, nous apprenons que le gouvernement provincial du Sud Kivu, par les biais du ministère provincial des Mines, a scellé depuis le 12 septembre dernier les bureaux de la société minière du Congo Somiko à Bukavu. Selon le compte rendu du Conseil des ministres du gouvernement provincial du 26 août 2018, la Somiko existe illégalement. Des accusations réfutées par le conseil juridique de la dite entreprise qui soutient que la Somiko fonctionne en toute légalité. C'est donc une affaire à suivre. Toujours dans la province du Sud Kivu, on tend vers la valorisation des produits agricoles. C'est ce qui a d'ailleurs poussé le gouvernement à financer la construction d'une usine de transformation du café. Question donc de rendre compétitifs ces produits agricoles en abondance dans cette partie du territoire national. Les explications de notre correspondant à Bukavu, Bertin Iliochine. Des tonnes de café quittent d'une façon frauduleuse la République démocratique du Congo au profit des marchés des pays limitrophes. Au Sud Kivu, de 5000 tonnes de café produits par an, 84% échappent au contrôle de l'État congolais. La sortie fait suite au manque des infrastructures routières, énergétiques et de transformation adéquates en République démocratique du Congo. À cela s'ajoute le manque d'intérêt des institutions financières au secteur du café et l'existence dans les pays de la douane et des frontières poreuses.
Le prix local du café non compétitif en est une autre raison, comme l'atteste cet opérateur économique. Nous sommes au regret de constater que nous produisons beaucoup de café, mais il ne profite pas à nous, au contraire aux pays voisins. Nous sommes voisins avec l'Ouganda et nous vivons au Nord Kivu, précisément à Rutshuru. Comment est-ce que le café arrive dans les pays voisins? Les Ougandais ont un prix du café attrayant par rapport à nous. C'est ce qui attire les vendeurs du café congolais. Pour la compétitivité du secteur, M. Patrick Abedi, entrepreneur dans le secteur du café, propose. Pour que le café congolais puisse se prier sur le plan international, il faut d'abord travailler sur la qualité de la production et sur la quantité bien sûr. Le café est produit, mais il faut qu'on produise davantage et qu'on produise en quantité suffisante et le café de bonne qualité. Et cela ne peut pas être possible sans qu'il y ait des équipements nécessaires. Pour répondre à la préoccupation des transformations, au Sud Kivu, le gouvernement congolais a doté l'Office national du café d'une usine de transformation du café. D'après le directeur chef des secteurs au Sud Kivu de l'ONC, M. Kambale Zanzo François, l'usine traite la première graine du café l'année prochaine. L'Office national du café est en train de construire une usine de déparchage du café. C'est ça la plus grande nouvelle pour tous les producteurs qui passent leur temps à amener leur café à Goma, au risque même de leur vie. Ils traversent les lacs dans des pirogues parce que la province du Sud Kivu jusque-là n'avait pas encore une usine de déparchage. L'épine dans la transformation reste notamment l'insuffisance énergétique. Pour le directeur de la SNEL Est, M. Machalideo, la desserte régulière en courant hydroélectrique par son entreprise n'est pas pour aujourd'hui. Nous comptons accroître la production dans les centrales Ruzizi 1 et 2 grâce à la réhabilitation des machines qui sont vétustes actuellement et en espérant que l'aspect pluviométrie et hydrologie de lac Kivu, qui consiste les réservoirs de ces deux centrales, pourra s'améliorer d'une façon naturelle. Parce que là, au moins, nous comptons beaucoup sur la bonne pluviométrie pour être sûr d'avoir un bon niveau d'eau du lac Kivu et accroître la production des centrales Ruzizi 1 et 2. Donc, grosso modo, voilà à peu près, messieurs les journalistes, ce que nous comptons au point de vue énergétique d'ici quelques années avant d'atteindre les années 2030. De Bukavu, revenons ici à Kinshasa pour vous dire qu'on attendait le chiffre du projet du programme de Martin Fayulu. C'est donc fait ce jeudi 13 septembre 2018 au centre interdiocésain. Le président du parti SID et candidat à la présidentielle pour la dynamique de l'opposition a présenté son programme jeudi 13 septembre, comme nous l'avions dit. Il propose un budget de 190 milliards de dollars américains sur 5 ans pour transformer en profondeur la République démocratique du Congo. Volet économique de son programme dans ce reportage de Jean-Louis Asokama et Fanfa Makitou. Investir dans les citoyens pour développer la RDC. Les chiffres du programme de Martin Fayulu sont là. Le président de l'ESID table sur 190 milliards de dollars sur 5 ans, soit 38 milliards par an. Comment compte-t-il le financer? Une fiscalité de développement. Nous pouvons récupérer 12 milliards. 5 milliards existants, 12 milliards grâce à l'état de droit. Je dis bien coopération efficace et structurée. On ne va pas aller s'endetter pour s'endetter. Ici, la coopération efficace, nous avons dit 3 milliards, pardon. 3 milliards. Voilà. Là, les nouveaux investissements de 5 milliards. Ici, nous avons les emprunts, les tourismes, la croissance, 6 milliards de dollars et qui nous donne 38
milliards de dollars par an. Donc, en moyenne, on va commencer certainement plus bas et puis on va aller plus haut en moyenne. Parmi les mesures économiques phares du candidat à la présidentielle de la plateforme dynamique de l'opposition, il y a ces réformes fiscales. Si nous mettons ce taux de 20%, ce serait un taux attractif et tout le monde. Donc on élargirait l'assiette, donc la base de l'impôt. Nous allons fusionner les administrations fiscales dans un seul organisme et simplifier la procédure fiscale. Procéder à la suppression de plusieurs taxes dites rémunératoires et réviser le système d'imposition de celles qui seraient retenues. Nous allons informatiser intégralement, mais progressivement, les procédures d'assiette, de déclaration, de recouvrement et de contrôle. Tout le monde doit se sentir à l'aise. Il doit pouvoir payer son impôt, il doit pouvoir participer au développement de l'économie parce que c'est un devoir. Martin Fayulu a révélé également s'inspirer du livre bleu de Didier Moumengi qui suggère pas mal d'idées pour le développement de la RDC à la classe politique. Parmi les actions que compte mener le candidat Fayulu s'il est élu, il y a l'élaboration d'un nouveau code de l'habitat et de l'urbanisme avec une banque spécialisée du secteur. Il compte également consacrer 30% de son budget à l'éducation, à la recherche et l'innovation. L'agriculture n'est pas en reste. Il veut mener une véritable politique de développement de l'emploi avec des statistiques fiables. Il mettra en place une gouvernance intègre avec une tolérance zéro pour la corruption. On note également parmi ses propositions de forts investissements dans les infrastructures et dans l'économie numérique. Pour démontrer sa volonté de développer le secteur de la santé, voici l'image que Martin Fayulu a montrée à l'assistance. Une salle d'accouchement à l'intérieur du pays. Pas sûr qu'une femme désirait y enfanter. À la fin de cette émission, vous suivrez en page magazine l'analyse relative aux programmes économiques des candidats présidents de la République et les facteurs qui concourent au montage d'un budget réaliste. C'est une analyse signée Jérôme Sekana à Penepapa. Ne quittez donc pas vos fauteuils, madame, messieurs. Rendons-nous à la Banque mondiale qui renseigne que les dépenses totales allouées au secteur sanitaire congolais sont certes en augmentation, mais restent toujours faibles. C'est du moins ce que l'on peut retenir de la 5e édition du rapport de suivi de la situation économique pour la République démocratique du Congo, rapport publié par cette institution de Bretton Woods. La présentation a eu lieu le mercredi 12 septembre 2018 en présence du ministre d'État en charge du budget, Pierre Kangoudia. Didi Mavambou et Étienne Koumba ont signé ce reportage. Améliorer la dépense de santé pour renforcer les capitals humains et assurer une croissance inclusive, c'est le thème central de la 5e édition du rapport de suivi de la situation économique pour la RDC. Publié et présenté officiellement par la Banque mondiale, ce rapport a été remis au gouvernement de la République, représenté ici par le ministre d'État en charge du budget, Pierre Kangoudia. Cette édition, qui couvre la période 2016-2017, certifie une accélération sensible de la croissance après 2 années consécutives de ralentissement. Dans le secteur de la santé, ce rapport révèle que les dépenses sont en augmentation mais restent faibles. Elles sont principalement financées par l'aide extérieure et les ménages, à côté d'une gouvernance fragmentée. Effectivement, on se concentre sur le secteur de la santé, étant un des secteurs où le pouvoir public intervient, dans un des secteurs sociaux où le pouvoir public intervient. Et c'est un des secteurs où l'intervention du pouvoir public dépend du niveau de mobilisation des recettes domestiques. Donc s'il y a assez de recettes, assez de ressources au niveau du gouvernement, le gouvernement pourra intervenir plus efficacement au niveau du secteur de la santé. Il y a aussi d'autres réformes au niveau du processus budgétaire, de passation de marché, des réformes spécifiques au secteur qui permettraient d'augmenter l'offre de services de santé à la population, d'améliorer son bien-être et de contribuer au développement du capital humain de la RDC. Selon ces rapports de la Banque mondiale, entre 2010 et 2015, l'aide extérieure a financé en moyenne 41% des dépenses courantes de santé. À cet effet,
Elle constitue la première source de financement du secteur de la santé en RDC depuis 2010. Cette aide supplante les dépenses effectuées par les ménages qui connaissent tout de même un recul de 41% à 37%, tout en restant considérable. L'intervention gouvernementale se situe à hauteur de 14% en moyenne sur la période 2010-2015. Pour le gouvernement, la faiblesse de la mobilisation des recettes publiques est la cause principale de l'insuffisance des ressources allouées au secteur sanitaire. La capacité des Congolais à financer ces charges communes reste aussi très faible. Et nous devons y travailler ensemble. Nous avons mis le doigt sur cette question en démontrant que par rapport au PIB, le taux de pression fiscale restait très faible. Et donc on devait y travailler. Je crois que l'option avait été élevée au niveau du gouvernement et les mesures de réforme ont déjà été initiées au niveau du ministère des Finances, tout le monde le sait. Mais ça ne peut pas porter de fruits aujourd'hui. C'est un travail de longue haleine. Parmi les recommandations formulées, la Banque mondiale propose un financement basé sur la performance, une approche que le gouvernement devrait explorer plus en profondeur pour relever le double défi de l'accroissement des ressources du secteur de la santé et de l'amélioration de l'efficience de leur utilisation. La RDC est appelée aussi à multiplier les efforts en vue d'atteindre les objectifs de développement durable ODD, et c'est dans le domaine de la santé publique. Un communiqué de la Direction générale des impôts, DGI, avant de poursuivre avec cette émission, il est libellé de manière suivante. Regardez. La Direction générale des impôts informe les contribuables assujettis à l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR, à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié IRE et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA, qu'étant donné que l'échéance de souscription des déclarations afférentes au mois d'août 2018 tombe un samedi, ils sont autorisés à s'acquitter de leurs obligations au plus tard le lundi 17 septembre 2018. Passé ces délais, il sera procédé à l'application de pénalités fiscales conformément à la loi. Communiqué signé pour le directeur général en congé, Ngoy Yav Nzam, directeur général adjoint. D'une régie financière à une autre, ouvert le lundi 10 septembre 2018 au ministère des Affaires étrangères par le directeur général adjoint des douanes et accises en charge des questions techniques Simon Urbain Nzukamapengo, les travaux de vulgarisation du code des accises se poursuivent encore. Il s'agit pour la haute direction douanière de permettre à la fois aux douaniers et aux opérateurs économiques de maîtriser les innovations contenues dans ces textes de loi. Reportage Michel Wangui Lokwa. Après la promulgation du Code des assises par le président de la République le 13 mars 2018, l'heure est à la vulgarisation du dit texte de loi. C'est dans cette optique que KDA, agents de la DGDA, opérateurs économiques et autres intervenants se sont retrouvés dans une matinée de vulgarisation des dispositions légales de cette ordonnance loi censée permettre à la DGDA de mobiliser des recettes supplémentaires au profit du trésor public à travers des produits d'assises. Dans son mot de circonstance, le directeur général adjoint des douanes et accises en charge des questions techniques et des réformes, Simon Urbain Nzukamapengo, au nom du directeur général empêché, a énuméré les avantages contenus dans le nouveau Code des assises. Le nouveau Code des assises, les textes porteurs des réformes, poursuit les principaux objectifs suivants. L'optimisation du rendement des droits d'accise afin de doter le gouvernement des ressources nécessaires pour le financement de son programme. La promotion de l'activité économique et l'accroissement de la compétitivité de la production locale. La simplification des procédures et la réduction de leurs coûts, notamment la généralisation de la dématérialisation. La prévention de la fraude par la facilitation. L'apport d'un confort à la trésorerie des entreprises, notamment par les déplacements du fait générateur. C'est pourquoi, pour permettre une bonne application de cette nouvelle législation,
Il a impéré de procéder préalablement à son application effective, à sa vulgarisation dans le cadre du renforcement des capacités des cadres et agents de la DGDA, ainsi que de producteurs de marchandises et de fournisseurs de services assujettis aux droits d'accise. 10 délégués des directions provinciales prennent part à cette session de vulgarisation du nouveau code des assises. La vulgarisation se poursuivra dans le reste des directions provinciales afin de permettre la même compréhension du code aux douaniers et aussi aux opérateurs économiques. À l'heure des technologies de l'information et de la communication, particulièrement de l'Internet, le physique, en tout cas, est en train de laisser petit à petit la place au virtuel. Et les projets dans ce secteur pullulent déjà, comme c'est le cas du projet Onyx. Que peut-on savoir de ce dernier? Voici la réponse de Jackson Kamanda, responsable de Onyx. Il est au micro de notre consoeur Céline Bumba. Nous sommes en train de migrer vers l'économie totalement numérique. L'économie matérielle est en train de céder la place à l'économie numérique. Tout devient pratiquement numérique, tout devient digital. Et par rapport à cet aspect des choses sur l'ensemble du continent africain, l'Afrique est un peu restée en arrière. L'Afrique est restée en arrière, on a réfléchi, on a trouvé qu'il y avait une opportunité pour l'Afrique de s'élever au rang des autres nations. Et quand on arrive à parler de Onyx, on voit simplement qu'en Afrique, nous n'avons pas une plateforme de e-commerce, par exemple, fiable, type Amazon, Alibaba et tout. Mais pourtant, ce qui se passe ailleurs peut facilement être fait exactement aussi ici, chez nous, en République démocratique du Congo et aussi en Afrique. Donc, quand nous prenons par exemple les e-commerce, vous allez aux États-Unis, en Europe, vous avez Amazon, vous allez en Asie, vous avez Alibaba, mais lorsque vous venez en Afrique, nous n'avons rien. Et ça, c'est un défi pour l'Afrique. Pourquoi ailleurs ça se fait et pourquoi chez nous ça ne se fait pas? Aujourd'hui, quelqu'un a acheté sur Internet, c'est comme si c'était de la magie. Et voilà, nous avons dit que non, là, il y a vraiment un besoin. On doit créer une plateforme de e-commerce dédiée exclusivement au marché africain où les gens peuvent acheter et vendre directement sur Internet sans se déplacer. Ce e-commerce sera opérationnel sur tous les 54 États africains, mais il va se poser un problème de moyens de paiement ou de moyens de transaction. Nous avons trouvé qu'avec les cartes de crédit, c'est rendre les processus un peu compliqués, plus lourds. Ce n'est pas tout le monde qui a une carte de crédit en Afrique et vous savez vous-même comment faire pour en avoir. C'est vraiment compliqué. Alors nous avons trouvé un moyen pour pouvoir dénouer les transactions sur notre plateforme de e-commerce. Et ce moyen, c'est la crypto-monnaie Onyx ou la monnaie numérique Onyx. Si vous remarquez très bien, le passage d'un système monétaire vers un autre système monétaire a été toujours influencé par la révolution technologique. Donc, c'est la technologie qui permet en fait de passer d'un système monétaire vers un autre. Et aujourd'hui, avec la révolution Internet, il est tout à fait logique qu'on passe vers un autre système monétaire qui est la monnaie virtuelle, la monnaie numérique, la monnaie digitale. Et nous nous sommes dit, mais si cela a dû être possible pour certains utilisateurs en dehors de l'Afrique, mais nous pouvons faire la réplique aussi chez nous en Afrique. Parce que ce qui fait la force d'une monnaie, c'est quoi? La communauté qui est derrière, les services que cette monnaie apporte et la technologie. Or, nous avons une très forte communauté en Afrique. Vous ne verrez jamais un gars de Bitcoin venir faire une sensibilisation pour demander aux gens d'utiliser des Bitcoins. Vous ne verrez jamais les gars d'Ethereum venir dire non, voilà, utilisez Ethereum et tout ça. Mais nous venons vers la population pour leur faire comprendre que non, voilà, le monde est au numérique. Il faut utiliser la monnaie numérique. Pour donner de la couleur à vos rêves et célébrations, pour vos travaux d'impression haute définition, une seule référence, Gradeco, aux nouvelles galeries présidentielles locales 16, entrée du côté ambassade de Chine. En ce moment en promotion, polo d'anniversaire, polo de mobilisation de masse, tasses, stylos imprimés. Hâtez-vous, stock limité, Gradeco, bien plus qu'imprimé.
nous allons nous rendre à l'Institut national de la statistique INES pour avoir également les informations sur l'indice de l'inflation hebdomadaire au cours de la semaine du 10 au 15 septembre 2018 avec notre consoeur Myriel Makiessé. L'inflation hebdomadaire du 10 au 15 septembre 2018 est de 0,063% au niveau national et 0,050% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 5,686% au niveau national et 5,774% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 8,082% au niveau national et 8,209% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 21,412% au niveau national et 18,366% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la hausse des prix des laits et des produits laitiers, des céréales, des quelques légumes, des matériaux de construction et des frais scolaires. Santé de la devise nationale à présent sur le marché d'échange. Le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 14 septembre 2018 un dollar américain à 1628,95 francs congolais, 1 euro à 1892,91 francs congolais et 1 franc CFA à 2,88 francs congolais. Au samedi 15 septembre 2018, au marché parallèle, cette fois-ci, le taux était à 1620 francs congolais le dollar américain dans la plupart des communes de la capitale Kinshasa et à 1645 francs au centre-ville de Kinshasa. À l'aéroport international d'Indjili, le taux reste inchangé depuis plusieurs semaines maintenant à 1600 francs congolais pour 1 dollar américain. À l'intérieur du pays, précisément à Bujimaï, dans la province du Kasaï oriental, le roi dollar s'est changé à 1610 francs congolais. À Mbandaka, dans la province de l'Équateur, le billet vert pouvait s'obtenir à 1620 francs congolais, 1625 francs congolais à Bwende, dans la province de la Chuapa. Le roi dollar a valu à Kolwezi 1630 francs congolais. À Bunia, dans la province de l'Ituri, le dollar américain s'obtenait à 1635 francs congolais, même d'ailleurs à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé à Bukavu, dans le sud Kivu, où l'on pouvait obtenir 1 dollar américain à 1650 francs congolais. Et puis, sur le marché international, les cours des principales matières premières au deuxième fixing du samedi 15 septembre 2018 se présentent de la manière suivante. Le prix du baril du brut à Londres s'est négocié à 78,14 $ américains, en baisse de 0,37%, contrairement à New York, où le même baril du pétrole a coûté 68,99 $ américains, affichant une hausse de 0,29%. La tonne du cuivre a franchi la barre de 6 000 $ américains, se vendant à 6 013,50 $ américains, soit une hausse de 2,90%. La tonne du cobalt est également en hausse de 1,62% à 62 556 points. L'once d'or, par contre, est en baisse de 0,42%, coûtant 1195 $ américains. Côté produits agricoles, la tonne du maïs a coûté 337 $ américains, en baisse de 1,32%. Celle du riz est en hausse de 0,19%, se négociant à 10,67 $ américains, comme la semaine dernière d'ailleurs. À 480 $ américains la tonne du blé, elle est en baisse de 0,36%. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.
Chose promise, chose due, comme l'avions dit en début de cette émission, l'échéance électorale du 23 décembre 2018 approche à grands pas avec la publication des listes définitives des candidats à l'élection présidentielle le 19 septembre prochain par la CENI. On se rapproche de plus en plus de la date fatidique. Entre-temps, l'opinion tant nationale qu'internationale assiste déjà à la présentation de plusieurs projets de sociétés des candidats présidents de la République avec, en toile de fond, des propositions de budget aussi réalistes qu'irréalistes. Pour vous donner un éclairage sur la cartographie fiscale et financière de la République démocratique du Congo sur laquelle reposent tous ces programmes, Jérôme Sekana Papa revient sur cette analyse intitulée « Halte à la démagogie budgétaire ». Regardez. Le budget de l'État est tributaire des activités économiques qui créent des richesses. Celles-ci doivent être redistribuées de manière équitable par les pouvoirs publics. Le budget national dépend de la manière dont l'autorité publique manage et gère la capacité contributive de toute la nation. Il est le résultat du civisme fiscal, de la bonne gouvernance et du patriotisme économique observé à tous les niveaux de la gestion du pays. Voilà pourquoi tout celui qui veut accéder aux commandes de la magistrature suprême doit séduire ses interlocuteurs en décrivant ses ambitions budgétaires dans le but de rencontrer les desiderata de ses potentiels électeurs. Seulement voilà, cet exercice démocratique est souvent truffé de mensonges, mieux d'une démagogie enveloppée de beaux draps dans des théories économiques qui parfois se contredisent les unes des autres sans donner in fine les résultats escomptés par la population. Une chose est de promettre des budgets costauds, évalués à des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars américains. Une autre est de concrétiser ces promesses, c'est-à-dire transformer les potentialités économiques dont regorge la RDC en pièces sonnantes et trébuchantes, jusqu'à amasser en banque des capitaux frais correspondant aux chiffres avancés tambour battant. Entre les dires et les faire, il y a toujours un grand fossé que nombreux ne parviennent pas à franchir. Ils se cassent les dents en se mesurant à l'impossible, surtout si leurs études de faisabilité sont fausses ou biaisées. Voilà pourquoi, en notre qualité d'historien du présent et témoin oculaire de l'évolution politique et socio-économique de notre pays, nous nous apesantissons dans cette analyse sur les paramètres de base qui peuvent conduire à l'élaboration d'un budget réaliste. Tenez, la RDC, notre pays, dispose de 2 345 410 km² de superficie. Selon le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, sa population est estimée aujourd'hui à 85 185 615 âmes. Selon le ministère des Finances de la République démocratique du Congo, seules 177 000 personnes morales et physiques confondues sont répertoriées dans les registres des régies financières et payent régulièrement les impôts, taxes et autres droits dus à l'État. Un contraste qui choque tout analyste économique, car le manque à gagner national est énorme. C'est même un gâchis. Ces données prouvent à suffisance que le gros des activités économiques fonctionne dans l'informel. Depuis des décennies, l'État congolais est incapable de percevoir ce qui lui est dû auprès de tous les agents économiques opérant dans le noir. Le gouvernement central est incapable de capter et surtout de ramener dans les circuits formels plusieurs milliards de dollars américains qui sont brassés dans l'informel. Et pourtant, la solution est toute simple. Attribuer un identifiant fiscal unique, autrement dit, un numéro impôt à chaque contribuable ou assujetti en République démocratique du Congo, équivaut à élargir automatiquement l'assiette fiscale et par ricochet capter cette manne financière qui échappe des années durant au trésor public. Depuis 1960, année de notre indépendance politique, aucun gouvernement central n'a réussi à réhabiliter ni consolider totalement la culture fiscale, condition sine qua non
pour la maximisation des recettes qui donne à l'État les moyens de sa politique. Conséquence directe de cet échec, le pays ne dispose pas des moyens financiers conséquents et souverains pour se développer. Cette situation fait que le budget de l'État congolais est toujours modique malgré l'immense capacité contributive dont dispose le pays. Voilà un grand défi à relever pour les candidats présidents qui prétendent doter notre pays d'un budget réaliste à la taille de nos ambitions. Outre l'important capital humain congolais, qui est considéré aujourd'hui comme un avantage à la fois absolu, comparatif et compétitif, à l'instar de toutes les économies émergentes, la RDC est considérée comme le coffre-fort des richesses naturelles de la Terre. Elle dispose d'atouts majeurs et indéniables qui, une fois exploités à bon escient, peuvent propulser ces pays au rang des grandes puissances économiques du monde avec un budget annuel progressif estimé certes à plusieurs centaines de milliards de dollars américains. C'est faisable, mais dans les contextes actuels, il est utopique de caresser un tel rêve avant que quelques préalables ne soient accomplis. Car relever un tel défi est un véritable parcours des combattants. Pour y parvenir, il faut d'abord connaître et surtout maîtriser les potentialités majeures dont dispose la RDC et qui doivent absolument être mises en valeur. Le pays de Lumumba détient environ 52% des réserves d'eau douce de l'Afrique. Quand on sait qu'au nord du continent, le désert du Sahara avance de 10 km long vers le centre où se trouve la République démocratique du Congo et qu'au sud, celui du Kalahari progresse au rythme de 3 km long vers le centre. L'eau potable se faisant de plus en plus rare en Afrique et dans d'autres continents du monde, son prix sera plus élevé que celui du pétrole aujourd'hui dans les années à venir. Comment exploiter dans la paix cette immense richesse naturelle au profit du développement de la RDC demeure la grande préoccupation. Disposer en quantité industrielle cette ressource vitale pour l'humanité pourrait être aussi à la base des conflits armés dans les années à venir. Cette problématique doit figurer dans chaque projet de société d'hommes d'État congolais, car l'avenir de notre nation en dépend. Le pays de Kimbangu regorge d'énormes réserves pétrolières estimées à 15 milliards de barils certifiés et disséminés sur l'ensemble du territoire national. Cette donne doit être prise en compte dans chaque projet des sociétés. Le pays de Kimpavita dispose de 60% du massif forestier du bassin du Congo, soit environ 155,5 millions d'hectares de forêts vierges. Cette dernière constitue le cœur du deuxième poumon forestier du monde. Elles peuvent générer des centaines de milliards de dollars américains. Nos forêts séquestrent à elles seules et de manière permanente 23,3 gigatonnes de CO2. Ces gaz coûtent aujourd'hui 18 € la tonne. Faites les calculs et vous tomberez sur des milliards de dollars américains à mobiliser. C'est un paramètre plus qu'important dans la recherche de moyens de financement d'un budget costaud. Aucun candidat président de la République ne peut négliger ces données très fiables. La RDC possède aussi 80 millions d'hectares de terres arables, dont moins de 10% sont mis en valeur. Un immense potentiel agricole capable de nourrir toute l'Afrique et assurer l'autosuffisance alimentaire des Congolais. Voilà un grenier mondial qui chôme avec tout son contenu. Aucun homme d'État ne peut passer à côté d'une telle potentialité car elle constitue aujourd'hui le ventre mou de notre économie. Faute d'une politique agricole cohérente, les importations alimentaires de la République démocratique du Congo coûtent 1,5 milliard de dollars américains par an. Aujourd'hui, sur le marché international, une tonne de riz, soit 20 sacs de 50 kg, coûte seulement 10,36 dollars américains. À cause d'un monopole accordé par l'État congolais à un groupe d'opérateurs économiques expatriés, le gouvernement congolais est depuis plusieurs décennies incapable d'assurer à son peuple l'indépendance du ventre. Or, cette indépendance est la première de toutes les indépendances. Elle est même la condition sine qua non de tout développement. Ce monopole exagéré frise la corruption. Tenez, un sac de riz
de 50 kg est vendu à Kinshasa à 65 000 francs congolais, soit 40 $ américains. C'est-à-dire un seul sac vendu aux Congolais permet à l'expatrié bénéficiaire du monopole d'acheter 4 tonnes sur le marché international. Voilà comment la RDC fabrique des milliardaires expatriés sur son sol au détriment des opérateurs économiques autochtones. Lorsque les enquêtes sont diligentées pour corriger ces genres d'inepties, les nouveaux milliardaires montent au créneau et à coups de billets verts bloquent la machine. C'est ainsi que les conclusions de l'enquête MENA Finance, initiée par le gouvernement Matata en 2014 et dont les recommandations étaient sans appel, sont tombées à l'eau. Si ces recommandations étaient mises en œuvre, aujourd'hui, ces monopoles ainsi que les commerces triangulaires décriés n'existeraient plus en République démocratique du Congo. Et les sacs du riz de 50 kg qui s'achètent aujourd'hui à 40 $ américains coûteraient l'équivalent de 20, voire moins de 20 $ américains sur le marché de Kinshasa. Comment expliquer qu'un pays à la dimension continentale puisse confier les monopoles de ses activités économiques vitales à un groupe d'opérateurs économiques expatriés? Devenue l'Eldorado de certains expatriés, la République démocratique du Congo offre peu d'opportunités aux nationaux de devenir eux aussi des milliardaires. C'est un grand défi que tout candidat à la présidentielle doit résoudre d'entrée de jeu, sans verser bien entendu dans la xénophobie. La patrie de Mzee Laurent Désiré Kabila regorge plus de 40% des réserves mondiales du cobalt, soit environ 2,14 millions de tonnes. Actuellement, la RDC produit 80% de l'offre mondiale qui est estimée aujourd'hui à 100 000 tonnes l'an. Quand on sait que ces minerais hautement stratégiques est à la base de la fabrication des batteries électriques et qui constituent la clé de la transition énergétique au monde, il y a moyen de se frotter les mains, si et seulement si le gouvernement sait en tirer le maximum de profits. L'actuel code minier qui doit être vulgarisé pour amener le peuple congolais à s'approprier ses ressources minières en est un levier très important. Ce scandale géologique est pourvu de minéraux de toutes sortes, y compris des terres rares. L'ex-province orientale, par exemple, regorge des réserves de fer estimées à 20 milliards de tonnes. Comme vous le savez, le monde s'est industrialisé grâce à deux produits, le fer et le ciment. Nous en avons en abondance chez nous. Avec un tel potentiel et une bonne application du nouveau code minier, la République démocratique du Congo peut bâtir dans un temps record un impressionnant réseau ferroviaire, construire des chantiers navals pour la fabrication des bateaux des hautes mers et monter des chaînes de fabrication des véhicules de toutes sortes, sans compter bâtir des constructions diverses et variées. Dans un pays où le produit intérieur brut nominal se chiffre à plus ou moins 50 milliards de dollars américains et où le gouvernement central ne mobilise que 4,6 milliards de dollars américains en ressources propres par an, avec les réserves d'échange évaluées ce jour à seulement 1,150 milliard de dollars américains, il est utopique de mobiliser 800 milliards de dollars américains dans le contexte actuel, comme l'a dit le candidat président de la République, Noël Tchani. Même si on faisait descendre les anges du ciel pour venir gérer l'économie congolaise, dans le contexte actuel, ça sera impossible de relever un tel défi. 80 milliards de dollars sur 10 ans, comme l'a prétendu le candidat Félix Tshisekedi Tshilombo. 80 milliards de dollars américains, comme l'a affirmé Jean-Pierre Bemba Gombo. 100 milliards de dollars américains en 5 ans, à en croire Moïse Katumbi Chapwe. Il est irréaliste de mobiliser 114 milliards de dollars américains en une année, comme l'a déclaré Vital Kamerhe, pour faire de la RDC le Brésil de l'Afrique. Plusieurs centaines de milliards de dollars en 5 ans, selon les candidats Sami Badibanga. À moins de vendre le pays au plus offrant et contracter des fonds dans les marchés noirs avec des conséquences qui en découleront. On ne peut lever des milliards de dollars américains sur le marché international sans passer par la certification de nos ressources naturelles qui est le gage par excellence du remboursement. Le peuple congolais est fatigué d'entendre les sirènes des vendeurs d'illusions.
les discours des vendeurs de promesses fallacieuses. Il entend, depuis des lustres, des chapelets de bonnes intentions, des véritables appâts électoraux, juste pour séduire l'électorat. Ces feux d'artifice, il en a vu de toutes les couleurs depuis 1960 jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, le souverain primaire congolais a besoin d'être dirigé par des vrais hommes et femmes d'État porteurs d'une vision à la fois claire, réaliste, noble, stratégique et pragmatique pour réaliser le rêve congolais. Le rêve congolais vise le développement intégral et durable de la République démocratique du Congo pour les générations présentes et à venir. Voilà pourquoi tous les candidats présidents de la République doivent revoir à la baisse leurs prétentions en rendant réalistes leurs projets de société. Le développement est un processus de longue haleine qu'on atteint en respectant certaines normes indispensables. Nos candidats à la présidentielle du 23 décembre 2018 doivent s'attaquer au préalable ci-après. 1. Changement des mentalités, avec en toile de fond la suppression des antivaleurs comme l'impunité, la corruption devenue un sport national, la mauvaise gouvernance à tous les niveaux de la hiérarchie étatique. 2. La certification des réserves en ressources naturelles en vue d'élever proprement des fonds sur les marchés internationaux. 3. La réhabilitation de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national en modernisant l'administration publique, la consécration de l'indépendance de l'appareil judiciaire pour doter le pays d'une justice distributive qui doit dire le droit au nom du peuple congolais et non au nom des billets verts ou des trafics d'influence politicienne. 4. L'investissement massif à raison de 30% du budget national dans l'éducation, avec une grande pondération sur les cours de la morale ou éthique, du développement durable et du civisme. 20% dans les secteurs de la santé et 15% dans l'agriculture, sans oublier la sécurité nationale et les autres secteurs vitaux de la République. 5. Remettre sur pied l'Office des biens mal acquis, OBEMA, rénové, afin de réhabiliter l'État et d'autres victimes innocentes dans leurs droits, en réconciliant ainsi le peuple congolais avec lui-même. 6. Mettre sur pied la commission justice, paix et réconciliation pour panser les plaies encore béantes de notre jeune démocratie. En guise de conclusion, la République démocratique du Congo a besoin de ressources financières très importantes pour booster son développement. L'argent, on en trouve un peu partout dans des banques à travers le monde. Le problème, c'est comment monter des projets bancables mais aussi réalistes, capables de drainer des milliards de dollars en capitaux frais vers notre pays. Investir cette masse monétaire dans les secteurs productifs selon les règles de l'art, afin qu'ils produisent des richesses qui doivent être équitablement redistribuées pour engendrer in fine un développement durable au pays. Avec un arsenal juridique bien fourni, une main-d'œuvre abondante, l'espace physique béni des dieux et un environnement propice aux affaires, la République démocratique du Congo doit consolider de manière permanente sa souveraineté politique, économique et culturelle. Il manque à notre pays une forte volonté politique, une vision commune de développement, des projets de sociétés bancables, ainsi que des hommes et des femmes intègres pour développer la République démocratique du Congo. Que Dieu, maître des temps et des circonstances, bénisse à jamais la RDC, notre grand, beau, unique et indivisible patrie. Madame, Messieurs, c'est par cette note de halte à la démagogie budgétaire que nous bouclons cette émission Fiscalité et Développement. Merci de l'avoir suivi et merci à Fanfa Makito, à Céline Boumba, à Jean-Louis Miasekama, à Michel Wangi, à Guilhem Mouzembe, mais aussi à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette édition Fiscalité et Développement. C'est les rendez-vous déjà pris la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. N'oubliez pas de cliquer les www.agem.cd pour plus d'informations sur l'économie, les finances, le développement en République démocratique du Congo.